Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Biology Sucks. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous connaissez très probablement, c'est-à-dire les bactéries, et de quelque chose que vous connaissez très probablement pas, c'est-à-dire les bactériophages. Avant de directement parler des bactériophages, parlons tout d'abord des bactéries. Bon, les bactéries, normalement, vous connaissez, ce sont des organismes microscopiques qui sont présents partout et tout le temps, qui peuvent soit être cool, soit pas trop cool étant donné qu'ils peuvent vous donner des maladies. En effet, toutes les bactéries ne donnent pas des maladies, certaines sont même indispensables, celles qui sont par exemple présentes dans votre intestin et qui vous aident à digérer. C'est d'ailleurs pour ça que si par exemple vous avez déjà eu mal au ventre et que vous êtes allé chez le pharmacien, ils vous ont donné des probiotiques. Ces probiotiques, ce sont des bactéries qui vont permettre de remettre à jour votre flore intestinale. Bon, ça c'était le côté cool. Le côté moins cool, c'est que certaines bactéries donnent des maladies. Ces bactéries-là, ce sont des bactéries pathogènes. Et je pense que vous savez, le traitement qui existe contre ces bactéries-là, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques, vous en avez déjà utilisé. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse phrase « Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. » Mais alors, pourquoi? Parce que les antibiotiques n'ont un effet que sur les bactéries. Donc, si vous êtes infecté par un virus, ça ne sert à rien. Mais en plus de ça, les antibiotiques vont rendre les bactéries résistantes. Ça, je sais pas trop si vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle la résistance antibiotique. En gros, un antibiotique tue 99% des bactéries. Le pourcentage restant, ce sont des bactéries résistantes. Et une fois que ces bactéries résistantes se développent, vous avez donc plein de bactéries résistantes. Le problème, c'est que contre ça, il n'y a pas 15 000 choix. Premièrement, vous pouvez changer d'antibiotique, mais le truc, c'est que vous allez peut-être créer des bactéries qui sont résistantes aux deux antibiotiques, ou deuxièmement, augmenter le dosage. Et après, vous avez quoi? Il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas d'autre solution quoi. Petite précision ici, on a très longtemps cru que cette résistance aux antibiotiques n'était qu'une résistance contre les antibiotiques qui étaient dits naturels, c'est-à-dire des antibiotiques qu'on pouvait trouver dans la nature. Par exemple, la pénicilline qui provient d'un champignon. Donc au départ, on a cru que la résistance aux antibiotiques, c'était uniquement contre les antibiotiques dits naturels, et que les synthétiques, c'est-à-dire des antibiotiques qui sont créés de A à Z au laboratoire, ça allait passer, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que c'est faux. Il y a effectivement une résistance qui se crée contre les antibiotiques dits synthétiques. Donc les bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques dits naturels, mais aussi synthétiques, et que utiliser des antibiotiques va engendrer des résistances à ces antibiotiques dans les bactéries. Donc vous essayez d'utiliser le moins possible d'antibiotiques. Le problème est que cette résistance aux antibiotiques devient un vrai gros problème de santé mondial. Alors c'est la faute à plein de trucs. Il y a des gens qui utilisent des antibiotiques alors que ça ne sert à rien parce qu'ils sont infectés par des virus. Il y a des médecins qui prescrivent très facilement des antibiotiques alors que ça ne sert à rien. Et aussi il y a l'utilisation des antibiotiques dans l'agriculture d'une manière très abusive. Moi, très franchement, je m'en fous des raisons. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le constat. Et le constat est que cette résistance aux antibiotiques devient un vrai gros problème de santé mondial. On considère aujourd'hui que directement, cette résistance aux antibiotiques engendre la mort de 1,22 million de personnes dans le monde. Et si vous dites « je m'en fous, cette résistance doit principalement être dans les pays en voie de développement », ça m'intéresse pas. Sachez que non, cette résistance est partout et pour tout le monde, mais en plus de ça, demandez à votre grand-mère ce qu'elle faisait lorsqu'elle avait une infection urinaire. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il faut qu'on ait une parade contre ces bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, sinon notre vie va devenir vraiment, mais alors vraiment moins cool. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire contre ces bactéries résistantes aux antibiotiques? Parce que on n'a rien d'autre que des antibiotiques contre des bactéries. Et ben c'est là que les bactériophages rentrent en jeu. Les bactériophages, ce sont des mangeurs de bactéries. Ils ont été découverts en 1915, mais le fait de les nommer, mais aussi de comprendre le fonctionnement, date depuis 1917. Chose méga impressionnante, tout ceci a été fait alors qu'ils ne pouvaient même pas les voir. Les bactéries font une taille d'environ 0,5 à 5 micromètres. Donc les voir, c'est assez facile. Vous utilisez un microscope classique, c'est bon. Le problème, c'est que les bactériophages font une taille d'environ 20 à 200 nanomètres. Donc les voir, c'est beaucoup plus dur. Et je sais que la taille ne compte pas, mais je vous jure que dans ce cas, si. Du coup, il a fallu attendre la création de ce qu'on appelle aujourd'hui des microscopes électroniques. D'ailleurs, ça a été créé en 1930, mais les premiers clichés des bactériophages n'a été fait qu'en 1940. Mais alors, comment démontrer leur existence sans même les voir? En 1917, Félix Derel cultive des bactéries en mode Chilaxus libax dans des boîtes de pétri avec de la gélose. La gélose, c'est du milieu spécifique pour les bactéries pour qu'elles puissent se cultiver et se développer très facilement, c'est tout. Et il vient le lendemain au labo et il regarde ces boîtes de pétri et il se rend compte qu'en réalité, à certains endroits, il n'y a pas eu de pousse de bactéries. Voire même pire, là où ça ne poussait pas, ça formait des cercles. Alors plus tard, on appellera ça des plaques de Lise.
Et alors que n'importe quel autre type se serait dit « Putain, j'ai encore foiré comme avec mes Western blot », lui, il se dit pas ça. Non. Lui, il reprend la gélose, principalement là où il n'y a pas eu de pousse de bactéries, il la filtre pour être sûr qu'il n'y ait plus de bactéries dedans du tout, et il va la redéposer dans une nouvelle boîte de pétri. Il redépose les mêmes bactéries et il revient le lendemain. Le lendemain, il se rend compte que il y a encore plus de plaques de lys qu'avant. Nice. Vu qu'il a filtré la gélose, il est sûr et certain que ce qui est dedans, ça serait pas une bactérie qui tue l'autre. C'est pas possible. Mais en plus de ça, étant donné qu'il y a eu un effet augmenté entre la dernière fois et cette fois-ci, il est sûr et certain que ce qui est dedans, dans cette gélose, bah ça se reproduit. Bim, il a démontré les bactériophages sans même les voir. C'est impressionnant, non? Grâce aux différentes techniques aujourd'hui, on connaît un peu sa tronche. 1, il y a une capside, c'est une coque protéique qui va permettre de protéger le matériel génétique. 2, il y a un génome. Généralement, c'est de l'ADN. Troisièmement, il y a un col, ça permet de relier la tête à la queue. Ensuite, il y a la queue, c'est un tube contractile qui va permettre d'injecter le matériel génétique dans la bactérie. Ensuite, il y a les plaques basales, c'est la plateforme qui est à la base de la queue. Ensuite, il y a les fibres caudales. Elles permettent la reconnaissance à une souche de bactéries spécifique. Et oui, parce qu'un bactériophage cible spécifiquement une souche de bactéries spécifique. Comment les bactériophages tuent les bactéries? En gros, le bactériophage reconnaît une bactérie spécifique. Je le redis encore une fois, un bactériophage reconnaît spécifiquement une souche de bactéries spécifique. Lorsqu'il va reconnaître donc cette bactérie, il va se fixer dessus et injecter son ADN dedans. Cet ADN va permettre plusieurs choses. Premièrement, produire d'autres bactériophages. En gros, la bactérie va porter plusieurs centaines de nouveaux bactériophages. Et à la fin de ce cycle, cet ADN va produire des protéines qu'on appelle des protéines de lyse qui vont détruire cette bactérie. Et est-ce que les bactériophages marchent bien contre les bactéries? Oh putain que oui, ça marche de ouf. Et là vous dites peut-être, mais pourquoi c'est un épisode de Biology Sucks? Normalement c'est pour parler des trucs qui sont relous. Là il n'y a rien de relou, ils parlent d'un problème, mais de ce que je comprends, ils ont déjà la résolution. On m'a menti sur la marchandise, non? Alors le truc relou c'est que les bactériophages, on les utilise plus du tout. Et bien qu'on commence à se poser la question sur pourquoi pas les réutiliser, en réalité leur réutilisation réelle va bien devoir attendre des années. Par exemple, c'est vers la fin des années 80 que l'Institut Pasteur s'est complètement débarrassé de sa collection de bactériophages. Et là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi on ne les utilise pas, bordel de merde, si ça marche si bien? Alors, il y a eu certains usages à des fins thérapeutiques de ces bactériophages, mais principalement dans les années 20 à 30 dans certains hôpitaux de France contre les bactéries. Mais premier problème, les résultats n'étaient pas dingos. Et ça pour plein de raisons. Déjà, premièrement, des problèmes de standardisation. Je le rappelle, années 20-30, ils les voient toujours pas, ces putains de bactériophages. Donc, entre un médicament qui a 200 bactériophages et un médicament qui en a que 2, vous imaginez bien que celui où il y en a 200, il va y avoir un effet, et là où il y en a que 2, il n'y en aura pas. Donc, effectivement, les résultats, ils vont pas être dingues. En plus de ça, les méthodes de purification, mais aussi de stockage, mais aussi le fait d'amener le bactériophage là où on le voulait, tout ça, c'était vraiment pas dingue. Donc, vous imaginez bien que les résultats finaux, ils n'étaient pas fifous. Et ensuite, 1941, c'est purification, mais aussi utilisation de la pénicilline contre des bactéries. Et ça, comme vous le savez, ça marche de ouf! Damn! Donc, on a des antibiotiques qui marchent vraiment super bien. Mais en plus de ça, c'est facile à produire et à purifier. De l'autre côté, on a des bactériophages qui ont des résultats vraiment pas dingues et qui, en plus de ça, à produire et à purifier, c'est un bordel monstre. Je le rappelle, 1941, on est en pleine guerre, donc on a besoin d'antibiotiques très vite, à très grande échelle. Donc, naturellement, les bactériophages vont tomber en désuétude. Alors, cette désuétude, c'est principalement le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, lui, c'est l'URSS. Et l'URSS, étant donné que les antibiotiques, c'est américain, eux, ils préfèrent les bactériophages. Donc, ils rapatrient les chercheurs français d'ailleurs, en URSS pour bosser sur les bactériophages et les utiliser. Et vu que l'URSS utilise les bactériophages, les Américains, ils sont pas chauds pour les utiliser, quoi. Et bien que l'URSS ait documenté leurs résultats, il faut bien se rendre compte que leurs études étaient soit mal documentées, soit mal faites, soit leurs résultats étaient bizarres. Bref, on était méga méfiants à utiliser leurs travaux. Et quand l'URSS est tombée, ils ont utilisé les antibiotiques comme tout le monde, parce que très franchement, c'est plus simple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un vrai gros problème de santé mondiale. Et que les bactériophages semblent être une bonne solution contre ce problème. Le truc, c'est que, il faut le dire, les États, mais aussi les scientifiques et un peu tout le monde, semblent un peu traîner les pieds pour les utiliser. Par idéologie, par manquement de connaissances, mais aussi par des problèmes législatifs, parce que de ce que j'ai vu, les bactériophages pourraient être classifiés, mais ça allait être un bordel sans nom, donc ça bouge pas trop. Alors en vrai, ça bouge, mais depuis très récemment. L'OMS a écrit un long article en 2025 expliquant comme quoi il fallait qu'on retravaille sur les bactériophages à des fins thérapeutiques, donc contre les bactéries.
En 2016, il a été démontré que l'utilisation d'un bactériophage chez une patiente qui était infectée d'une bactérie qui était multirésistante, cette bactérie était résistante je crois à 3 ou 4 antibiotiques, et bien ce bactériophage avait permis de la sauver. En plus de ça, l'Europe a débloqué des fonds en 2023 pour des projets spécifiquement sur l'utilisation de bactériophages à des fins thérapeutiques. Mais alors, est-ce que les bactériophages vont résoudre tous nos problèmes? Absolument pas. Les bactériophages ont énormément de défauts. Comme je l'ai dit, il y a des problèmes de stockage, de purification et machin, ça d'accord. Il y a le problème de la spécificité, parce que comme je l'ai dit, c'est méga spécifique. Le problème, c'est que lorsque vous êtes infecté, il va donc falloir connaître la souche de la bactérie, et ça peut être vite embêtant. En plus de ça, les bactéries peuvent être résistantes aux bactériophages. Donc non, il ne faut pas remplacer les antibiotiques par des bactériophages, ça serait stupide. Il faut juste se dire que les bactériophages pourraient être un traitement possible contre ces bactéries. D'ailleurs, comme on se dit aujourd'hui avec les antibiotiques, c'est-à-dire Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. qu'il faudra se dire exactement la même chose avec les bactériophages. En gros, juste donner soit des antibiotiques, soit des bactériophages à des patients, suivant les cas. Et ceci clôt cette vidéo sur les bactériophages que j'adore, je dois vous l'avouer, et j'espère que vous avez appris des choses, mais aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ce serait sympa de mettre un pouce et de vous abonner, et les prochaines vidéos arrivent très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et écoutez la science. Ciao!